Des millions d'Américains pensent que le marché du travail se refroidit, mais les chiffres racontent une histoire bien plus sombre. Derrière les rapports officiels, le véritable système de l'emploi s'est déjà fracturé. 13,8 millions de travailleurs ont perdu des emplois, des heures, des contrats ou des sources de revenus qui n'apparaissent jamais dans les gros titres. Les entreprises annoncent des suppressions de postes et voient instantanément leur cours boursier bondir de 10 à 15%, transformant les moyens de subsistance humains en gains de profit trimestriels. Pendant ce temps, le coût de la vie a explosé de 50 à 70% en seulement 5 ans, et les salaires n'ont pas suivi le rythme pour plus de 70% des ménages. Ce n'est pas un ralentissement. C'est une démolition contrôlée de la main-d'œuvre américaine qui se produit en temps réel. Les licenciements dont vous entendez parler, Amazon supprimant 14 000 postes, UPS éliminant 48 000, Verizon réduisant de 13 000, Target en rognant des milliers d'autres, ne sont que la partie visible d'un effondrement bien plus vaste. Ce que le public voit dans les gros titres ne représente qu'une fraction de l'effondrement réel. Ces coupes annoncées représentent à peine 10% des pertes d'emplois qui se produisent à l'échelle nationale. Le reste se produit hors bilan, dispersé par des méthodes qui contournent les avis de licenciement et n'atteignent jamais les médias. Le vrai danger ne vient pas des licenciements que nous voyons. Ce sont les millions que nous ne voyons pas. Lorsque des contractuels perdent des missions, lorsque des travailleurs à temps partiel disparaissent des plannings, lorsque des rôles à distance s'évanouissent discrètement, lorsque les pipelines de recrutement gèlent, ou lorsque des départs pour motif de performance suppriment du personnel sans qu'un seul document légal ne soit produit, rien de tout cela n'est comptabilisé. Additionnez ces éliminations invisibles et le nombre réel de travailleurs déplacés dépasse les 13,8 millions. Ce n'est pas un marché du travail qui se détériore. C'est un système de l'emploi qui subit une érosion contrôlée. Cet écart entre les rapports publics et la réalité sur le terrain explique pourquoi des millions de personnes sentent l'effondrement bien avant que les économistes ne le reconnaissent. Les données gouvernementales montraient 119 000 emplois créés en septembre. Pourtant, la plupart sont allés à des personnes qui avaient déjà un emploi. Cela signifie que les chômeurs, les gens qui ont réellement besoin de travailler, continuent de sortir entièrement du système. Pendant ce temps, les réductions d'heures, les avantages coupés, les grilles salariales déclassées et les réaffectations de RO masquent davantage la détérioration. Ces tactiques ne sont pas étiquetées comme des licenciements, mais l'impact financier est identique. Les entreprises ont perfectionné cette stratégie d'extraction silencieuse. Amazon restructure activement ses équipes tout en se préparant à supprimer jusqu'à 600 000 travailleurs d'ici 2033. UPS est passé à un modèle de main-d'œuvre plus léger qui a fait disparaître près de 50 000 postes en une seule année. Verizon a supprimé 13 000 postes tout en présentant publiquement cela comme une restructuration malgré des revenus records. Aucune de ces sociétés ne s'appuie uniquement sur des licenciements médiatisés. Elle s'appuie sur des réductions silencieuses et progressives qui ne déclenchent jamais de contrôle. C'est le modèle préféré car les coupes cachées augmentent l'efficacité sans endommager la réputation, tandis que les coupes médiatisées font immédiatement grimper le cours des actions. C'est pourquoi le marché du travail semble stable sur le papier alors qu'il s'effondre dans la pratique. Une main-d'œuvre ne peut pas être en bonne santé lorsque des millions de personnes disparaissent des effectifs sans jamais être comptées. Et cet effondrement silencieux est précisément ce qui redéfinit l'économie américaine de l'intérieur. Une fois que vous comprenez l'ampleur des pertes d'emplois cachées, la couche suivante devient inévitable. Les entreprises ont découvert que réduire les effectifs n'est plus un dernier recours douloureux. C'est un moteur de profit. La stratégie moderne est conçue autour d'une formule simple. Éliminer la main-d'œuvre, augmenter les bénéfices, gonfler immédiatement la valeur boursière. C'est pourquoi les plus grandes entreprises d'Amérique réduisent leurs effectifs au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie, et ce même en déclarant des milliards de réserves de trésorerie. Le schéma est indéniable. Lorsqu'UPS a supprimé 48 000 travailleurs, son cours boursier a bondi de 13% en quelques heures. L'annonce par Amazon de licenciements successifs a contribué à un bond de la valorisation boursière de plusieurs milliards. La restructuration de Verizon, supprimant près de 13 000 employés, a été récompensée par un sentiment d'investisseurs plus fort malgré la baisse des indicateurs clients. La réaction de Wall Street est constante dans tous les secteurs. La destruction de la main-d'œuvre est désormais interprétée comme de l'efficacité opérationnelle. Cette structure d'incitation transforme les licenciements en avantages concurrentiels. Les dirigeants savent que réduire la masse salariale améliore immédiatement les résultats trimestriels. La main-d'œuvre représentant souvent 40 à 60% des coûts opérationnels des entreprises, même une petite réduction peut se traduire par des centaines de millions d'économies. Les investisseurs ne demandent pas qui a été licencié. Ils ne mesurent que la réduction du bilan.
Et parce que la rémunération des PDG est étroitement liée à la performance boursière, ces décisions ne sont pas seulement organisationnelles. Ce sont des décisions de profit personnel. Le PDG d'Amazon, par exemple, a perçu une rémunération dépassant 40 millions de dollars, directement liée aux gains de performance boursière accentués par les réductions d'effectifs. Ce modèle se répand car le marché le récompense avec une précision mathématique. Chaque vague de licenciements, publics ou dissimulés, renforce le cours de l'action de l'entreprise, ce qui pousse à son tour les concurrents à répéter la même stratégie. Si un grand détaillant licencie 10 000 travailleurs, les rivaux suivent. Si un géant de la logistique supprime des dizaines de milliers d'emplois, les pairs ne peuvent pas se permettre de paraître inefficaces. Les licenciements sont devenus synchronisés parce que le système financier punit toute entreprise qui ne participe pas. Le résultat est un environnement de travail façonné non par la nécessité économique, mais par l'ingénierie financière. Les entreprises licencient de manière proactive, non pas parce que la demande s'est effondrée, mais parce que les investisseurs s'attendent à une expansion des marges. Le système ne demande plus aux entreprises d'innover, d'améliorer les produits ou d'augmenter la productivité. Il leur demande de réduire la masse salariale assez vite pour satisfaire les attentes trimestrielles. Et ce nouveau modèle garantit quelque chose de bien plus dangereux. Lorsque la réduction des effectifs devient la principale voie vers le profit, l'effondrement de la main-d'œuvre n'est pas un accident. Il devient le modèle économique. Une fois que les licenciements deviennent un mécanisme de profit, la question suivante devient évidente. Qui est licencié en premier? La réponse est l'épine dorsale de la main-d'œuvre. Les employés expérimentés, les travailleurs plus âgés et les détenteurs de diplômes qui représentaient autrefois la stabilité. Les entreprises ne considèrent plus ces groupes comme des actifs. Elles les considèrent comme des passifs coûteux. Et parce qu'éliminer un seul travailleur expérimenté peut permettre d'économiser l'équivalent de 2 à 3 salaires de débutants, le calcul devient brutalement simple. Le milieu de la main-d'œuvre est désormais la cible principale. Ce changement n'est pas anecdotique. Il est systémique. Les algorithmes de recrutement interne sont formés pour classer les candidats selon leur rapport coût-efficacité et non leur capacité. Des systèmes utilisés par de grands employeurs comme les filtres de candidature de Workday ont été accusés dans des poursuites fédérales d'éliminer les candidats de plus de 40 ans, effaçant ainsi effectivement des catégories d'âge entières de la considération. La logique est indéniable. Supprimer des employés mieux payés produit des gains financiers immédiats, tandis que les remplacer par des travailleurs moins bien payés ou temporaires réduit les obligations à long terme telles que l'assurance maladie et les contributions de retraite. La même pression écrase les jeunes diplômés. La promesse traditionnelle, obtenir un diplôme et assurer une mobilité ascendante, s'est effondrée. Au Royaume-Uni, 1,2 million de nouveaux diplômés se disputent désormais seulement 17 000 postes vacants. Un ratio si extrême qu'il ressemble à du chômage structurel et non à un resserrement temporaire du marché. Aux États-Unis, l'inflation des diplômes a percuté la réduction des effectifs des employeurs, laissant des millions de diplômés grevés de dizaines de milliers de dettes étudiantes et sans voie d'emploi viable. Un marché du travail sursaturé transforme le diplôme en actif déprécié. Ce démantèlement du milieu de la main-d'œuvre brise également les échelles de progression interne. Lorsque les entreprises purgent les rôles en milieu de carrière, elles éliminent les niveaux de mentorat, les voies de croissance salariale et les structures de promotion qui soutenaient autrefois la mobilité économique. Les travailleurs en début de carrière n'ont personne à remplacer et les postes seniors restent définitivement gelés. La hiérarchie corporative se retrouve évidée. Trop lourdant aux dirigeants, trop lourd en main-d'œuvre. Bas salaire et vide au centre. Ce qui émerge est une main-d'œuvre divisée en deux extrêmes. Ceux qui gagnent trop peu pour survivre et ceux qui sont protégés par des contrats de direction. La classe moyenne, le groupe qui soutenait autrefois l'économie moderne, disparaît silencieusement, non pas par des licenciements massifs spectaculaires, mais par une élimination ciblée entièrement motivée par l'optimisation financière. L'effondrement du marché du travail n'est pas aléatoire. Il se concentre précisément là où la stabilité à long terme existait autrefois. La disparition du milieu de la main-d'œuvre mène directement au prochain point de pression orchestré, l'intelligence artificielle. Non pas parce que l'IA a déjà remplacé des millions de travailleurs, mais parce que les entreprises se comportent comme si c'était le cas. La technologie n'est pas encore capable d'effectuer l'ensemble du travail humain. Pourtant, les entreprises se restructurent de manière préventive autour d'un futur qui n'existe pas. Cela leur permet de supprimer du personnel maintenant, de revendiquer une modernisation technologique et de présenter la réduction des coûts comme de l'innovation plutôt que comme une réduction des effectifs. L'IA devient un outil financier, pas technologique.
Les entreprises adoptent un langage d'automatisation pour justifier la suppression de postes qui autrement nécessiteraient des indemnités de départ coûteuses ou une divulgation publique. Si une entreprise peut affirmer que l'IA rationalise les opérations, elle évite les contrôles tout en réduisant considérablement la masse salariale. Cette présentation a permis aux entreprises d'éliminer des milliers de rôles dans la logistique, le service client, la finance, le travail administratif et les opérations de données. Même si l'IA ne peut pas reproduire de manière fiable la plupart de ces tâches sans supervision humaine, ce qui est plus inquiétant est la manière dont l'IA est déployée en interne. Au lieu de remplacer des emplois, elle remplace le pouvoir de négociation. Les entreprises utilisent désormais des algorithmes comportementaux qui analysent les temps de réponse aux emails, les préférences de poste, les données de localisation, les habitudes de navigation et les indicateurs de productivité pour identifier les travailleurs les plus vulnérables. Se repérer comme étant en difficulté économique ou ayant une forte dépendance reçoivent des offres salariales plus basses, des affectations de postes dégradées ou moins d'opportunités d'avancement. Le modèle de rémunération variable d'Uber, qui réduit la compensation une fois qu'il détecte qu'un conducteur est en difficulté financière, illustre comment ces systèmes arment le désespoir. Ce profilage prédictif s'étend au recrutement. Les algorithmes d'historique salarial garantissent que les demandeurs d'emploi qui gagnaient moins auparavant sont définitivement ancrés à des échelons salariaux inférieurs, quelles que soient leurs compétences. Les employeurs économisent des milliards chaque année en supprimant systématiquement les salaires par une évaluation automatisée plutôt que par une négociation directe. L'IA devient un gardien économique, pas un outil d'amélioration de la main-d'œuvre. La stratégie est simple. Les entreprises agissent comme si l'IA était prête à prendre le relais pour qu'elle puisse réduire les dépenses salariales de dizaines de milliards de dollars bien avant que l'automatisation ne soit réalisable. En réalité, la plupart des industries manquent de l'infrastructure, de la précision et des systèmes de sécurité nécessaires pour automatiser pleinement les fonctions critiques. Mais rien de cela n'importe à un système financier qui récompense la réduction des coûts à court terme plutôt que les capacités à long terme. L'IA n'a pas éliminé le travailleur. La politique d'entreprise a effacé préventivement le poste, puis a utilisé l'automatisation comme justification. Une fois que les entreprises ont normalisé le traitement de l'IA comme une arme financière, l'évolution suivante est encore plus dangereuse. L'utilisation de systèmes algorithmiques pour réduire les salaires sans jamais annoncer une baisse de salaire. Ces outils analysent les travailleurs de manière granulaire, presque intrusive, identifiant précisément le minimum qu'une entreprise peut payer avant qu'un employé ne démissionne. L'objectif est simple. Minimiser les coûts de main-d'œuvre sans déclencher de réaction négative du public ou de surveillance réglementaire. Cette nouvelle architecture salariale s'appuie sur le suivi comportemental. Les algorithmes évaluent des facteurs comme la distance du trajet domicile-travail, l'historique d'achat, les indicateurs de crédit, la flexibilité des horaires, les fluctuations de productivité et même l'utilisation du téléphone pendant les shifts. Avec suffisamment de points de données, une entreprise peut estimer avec une précision troublante la pression financière d'un employé. Lorsque le système détermine qu'un travailleur dépend de son emploi, il réduit ses opportunités de gain, confiant qu'il acceptera la réduction. Cette tactique a été documentée dans la structure de rémunération des chauffeurs Uber, où la compensation baisse une fois que l'algorithme détecte une détresse financière accrue. Les systèmes de RH des entreprises fonctionnent selon une logique similaire. L'analyse de l'historique salarial garantit que toute personne ayant précédemment gagné moins reste définitivement bloquée dans des fourchettes salariales inférieures. De nombreux employeurs exigent des candidats qu'ils indiquent leurs revenus passés, permettant au modèle de compensation automatisé de supprimer les salaires de millions de travailleurs. Au lieu de négocier, le système calcule l'offre minimale acceptable, optimisant pour le coût, pas l'équité. Les industries basées sur les horaires amplifient cela avec la planification algorithmique. Les détaillants et les entreprises de logistique attribuent des shifts plus courts, des heures irrégulières ou des charges de travail réduites pour maintenir les gains hebdomadaires en dessous des seuils déclenchant des obligations d'avantage. Cette méthode permet aux entreprises de réduire les dépenses de main-d'œuvre de milliards sans jamais ajuster les taux de rémunération horaire. C'est une baisse de salaire déguisée en efficacité opérationnelle. Les entreprises avec une grande main-d'œuvre poussent cela plus loin avec des modèles de rémunération dynamique utilisés dans les entrepôts, les réseaux de livraison et les centres d'appel. Ces programmes ajustent la compensation en temps réel en fonction de la saturation de la main-d'œuvre, des taux de chômage locaux et des modèles de demande des consommateurs. Plus le marché du travail baisse, plus le système supprime agressivement les salaires. Il transforme la détresse économique en un mécanisme de tarification. Ce n'est pas une technologie utilisée pour améliorer la productivité. C'est une technologie conçue pour exploiter la vulnérabilité.
Lorsque les entreprises adoptent la rémunération algorithmique, les salaires ne sont plus déterminés par les compétences ou l'expérience. Ils sont déterminés par la quantité de difficultés que le système prédit que vous pouvez endurer. La main-d'œuvre n'est pas simplement sous-payée, elle est dévaluée par calcul. La suppression algorithmique des salaires serait déjà catastrophique dans un environnement de coût stable. Mais elle se produit dans une économie où le véritable coût de la vie a augmenté bien au-delà des mesures officielles de l'inflation. Cette déconnexion n'est pas un accident statistique. C'est le résultat d'un système de mesures conçu pour masquer l'ampleur de la détérioration financière des ménages. L'indice des prix à la consommation rapporte un recul de l'inflation de 9% à environ 3%. Pourtant, les dépenses du monde réel racontent une histoire différente. Les coûts du logement ont augmenté de 35 à 50% dans de nombreuses régions. L'assurance automobile a bondi de 40 à 80% selon l'État. L'épicerie, même après le rétrécissement des portions, coûte 25 à 40% de plus qu'il y a seulement 5 ans. Les dépenses de santé directe ont explosé avec des franchises augmentant de 30% en une décennie. L'énergie, les services publics, les taxes foncières et les coûts d'entretien ont augmenté par incrément à 2 chiffres année après année. Lorsque vous combinez ces catégories, le ménage moyen fait face à une augmentation cumulative des coûts de 50 à 70%. Un chiffre complètement détaché des récits gouvernementaux officiels. Le mirage de l'inflation est maintenu par une pondération sélective. L'IPC sous-représente le logement et exclut l'impact accéléré des frais d'assurance et des charges de service. Les stratégies de prix des entreprises, les emballages plus petits, les frais de recherche cachés, la tarification dynamique, masquent l'inflation effective sans apparaître dans les données. La manipulation décennale de Tyson de l'approvisionnement en porc pour augmenter les prix illustre comment la rareté artificielle remodèle silencieusement les coûts des consommateurs. Les pénalités pour ces pratiques représentent une fraction des profits réalisés, faisant de l'inflation non pas seulement un phénomène macroéconomique, mais une stratégie de revenus. Cette réalité des coûts aggrave la crise salariale. Alors que les entreprises compriment les revenus par la modélisation algorithmique, les ménages sont confrontés à des dépenses croissantes qui dépassent les revenus par un facteur de 2 ou 3. Même les travailleurs qui conservent un emploi connaissent une régression financière. Les salaires augmentent de quelques pourcents, le logement seul consomme toute l'augmentation. De nombreuses familles consacrent désormais 30 à 50% de leurs revenus au loyer, 15 à 20% à la nourriture et des pourcentages croissants à des produits essentiels autrefois considérés comme gérables. Le revenu disponible s'évapore, l'épargne s'effondre et la dépendance à la dette s'accélère. Le taux d'inflation officiel peut apaiser les marchés, mais il ne fait rien pour le ménage contraint d'absorber des augmentations de coûts structurels chaque mois. Et parce que le système financier réagit à l'IPC et non à l'expérience vécue, les décisions politiques sous-estiment systématiquement la gravité des tensions économiques. Une main-d'œuvre au salaire en baisse et aux coûts en hausse n'est pas simplement stressée. Elle est acculée économiquement. Lorsque les salaires sont supprimés par algorithme et que les coûts de la vie accélèrent bien au-delà de l'inflation officielle, la prochaine conséquence devient inévitable. Des millions d'Américains doivent occuper plusieurs emplois simplement pour rester à flot, non pas pour avancer, épargner ou investir, mais juste pour éviter de prendre du retard. Ce changement marque une rupture fondamentale avec les cycles économiques passés. Un deuxième emploi n'est plus un revenu complémentaire. C'est un revenu de survie. Les données confirment cette transformation. Environ 5,5% des travailleurs américains occupent désormais plus d'un emploi, et cette part augmente régulièrement depuis des années. Pendant la pandémie, elle a brièvement baissé, mais elle a depuis rebondi vers les niveaux observés lors de la crise de 2008. Les rapports gouvernementaux eux-mêmes révèlent qu'une part importante des emplois nouvellement créés, comme les 119 000 postes ajoutés dans un récent rapport mensuel, sont allés non pas aux chômeurs, mais à des individus déjà employés. En d'autres termes, la création d'emplois reflète de plus en plus les travailleurs qui cumulent les rôles et non l'expansion des opportunités d'emploi. Les industries absorbant cette main-d'œuvre sont presque entièrement à bas salaire. Les restaurants, l'hôtellerie, le commerce de détail et les rôles de santé de premier niveau dominent les nouveaux postes vacants. Ces secteurs offrent des horaires irréguliers, des avantages limités et des salaires horaires qui ne correspondent pas à la hausse de 50 à 70% des coûts de la vie essentielle au cours des 5 dernières années. Les travailleurs qui gagnaient auparavant des revenus stables dans l'industrie, la logistique ou les domaines administratifs assemblant désormais un emploi fragmenté. Un shift du soir ici, un poste le week-end là, sans gain de traction financière. Encore plus troublante est la pression concurrentielle créée par la détérioration des conditions économiques. Le travail saisonnier, autrefois la solution de secours d'urgence pour les ménages en difficulté,
s'est considérablement réduit. Les offres d'emploi dans le commerce de détail ont chuté de 22% en glissement annuel, ce qui signifie que des centaines de candidats se disputent désormais des postes qui étaient autrefois pourvus en quelques jours. Cette pénurie force encore plus de personnes à adopter des arrangements à plusieurs emplois, alors que les soupapes de sécurité se ferment à travers l'économie. La dette aggrave le problème. Avec des taux d'intérêt sur les cartes de crédit dépassant 20%, les ménages ne peuvent pas compter sur l'emprunt pour combler les déficits. Le résultat est une main-d'œuvre poussée à un mouvement perpétuel, travaillant plus d'heures sur plusieurs rôles pour un revenu net stagnant ou décroissant. L'économie à 2 emplois n'est pas un symbole de résilience. C'est la preuve d'un échec structurel. Lorsque des millions de personnes doivent doubler leur charge de travail pour maintenir un niveau de vie en déclin, le marché du travail ne fonctionne pas. Il s'autodévore. L'essor de l'économie à 2 emplois mène directement à la rupture suivante, l'effondrement de l'emploi saisonnier. Pendant des décennies, l'embauche des fêtes a agi comme la dernière soupape de sécurité du système de l'emploi américain, un coup de pouce temporaire prévisible qui permettait aux familles en difficulté de combler les écarts financiers, de rembourser des dettes et de survivre au mois d'hiver. Cette soupape a désormais disparu, et sa disparition signale une fracture plus profonde que même l'essor du travail multi-emploi. Les détaillants embauchaient autrefois agressivement entre octobre et décembre. L'année dernière encore, l'embauche des fêtes a atteint 442 000 postes, mais cette année, la Fédération nationale du commerce de détail prévoyait à peine 200 à 60 000 à 360 000. Une chute si sévère qu'elle ressemble à un comportement de récession. Le déclin n'est pas symbolique, il est structurel. Les offres d'emploi dans le commerce de détail ont chuté de 22% en glissement annuel, une contraction suffisamment importante pour étouffer l'option de repli annuel dont des millions de personnes dépendaient autrefois. Cet effondrement n'est pas causé par un manque de candidats. C'est le contraire. Les entreprises sont inondées de candidatures, souvent des centaines pour un seul poste de caissier qui attirait autrefois une poignée de personnes. Le travail saisonnier est devenu un champ de bataille de la détresse économique, pas un coussin. Les familles qui comptaient autrefois sur un emploi temporaire pour couvrir les dépenses des fêtes découvrent désormais que les postes n'existent tout simplement pas ou sont instantanément absorbés par une concurrence écrasante. Les détaillants ne se retiennent pas par accident. Avec un ralentissement des dépenses des consommateurs et une hausse des coûts des stocks, les entreprises se préparent à des ventes plus faibles. L'automatisation amplifie le changement. Les bornes de paiement automatiques, les systèmes de gestion des stocks rationalisés et les modèles de personnel réduits éliminent des milliers de rôles saisonniers autrefois essentiels. Même les magasins dans des zones historiquement animées s'appuient sur des employés existants plutôt que d'ajouter des embauches temporaires. L'effondrement est visible au-delà du commerce de détail. Les entreprises de logistique réduisent les circuits saisonniers. Les boutiques locales, autrefois dépendantes de l'affluence des fêtes, n'embauchent pas du tout. Les magasins de jouets près de Washington DC ont reporté les embauches saisonnières en raison des pressions tarifaires et de la réduction de l'activité des consommateurs. Une décision prise dans l'une des régions les plus économiquement protégées du pays. Le travail saisonnier était la dernière source prévisible de revenus provisoires pour les ménages déjà sous pression par la hausse des coûts et la suppression des salaires. Sa disparition supprime le dernier tampon entre l'instabilité financière et la crise pure et simple. Lorsque l'option de repli n'existe plus, des millions de personnes sont plongées dans une économie où il n'y a pas d'opportunités supplémentaires. Seulement des heures qui rétrécissent, des salaires qui rétrécissent et une stabilité qui rétrécit. Un système qui ne peut même pas fournir un soulagement temporaire est un système proche de son point de rupture. Lorsque le travail saisonnier s'effondre, la conséquence suivante émerge avec une certitude mathématique. Les dépenses de consommation commencent à se contracter dans une boucle auto-renforçante. Les entreprises qui ont réduit la masse salariale pour augmenter leurs marges font désormais face à une clientèle aux revenus disponibles en baisse. La main-d'œuvre même qu'elles ont réduite est la même main-d'œuvre sur laquelle elles comptent pour acheter leurs produits. Cette tension forme le noyau de la spirale de la mort économique. Les budgets des ménages ont déjà absorbé des augmentations de 50 à 70% des coûts essentiels de la vie. Les algorithmes de suppression des salaires maintiennent les revenus stagnants. Les charges de travail multi-emploi épuisent les travailleurs sans les rendre financièrement stables. Dans ces conditions, les dépenses discrétionnaires, le commerce de détail, les voyages, les restaurants, les loisirs s'évaporent. Les signaux sont indéniables. Baisse de la fréquentation, réduction des horaires d'ouverture, baisse des commandes de stock et vente inférieure aux attentes mêmes pendant les périodes de shopping de pointe. Les entreprises interprètent ce déclin comme un problème de demande plutôt qu'une crise systémique d'accessibilité financière, répondant par plus de réduction au lieu d'un plus grand investissement. Cette boucle de rétroaction s'accélère.
Une baisse des dépenses de consommation entraîne une réduction du personnel, ce qui entraîne des salaires plus bas, ce qui entraîne une nouvelle contraction des dépenses. Les entreprises locales, déjà fragiles, peinent à résister à la pression. Les chaînes survivent en réduisant les effectifs et en resserrant les opérations. Les magasins indépendants disparaissent complètement. La base économique se rétrécit. Les communautés se vident. Une main-d'œuvre au pouvoir d'achat limité devient incapable de soutenir le système qui dépend d'elle. Ce cycle de détérioration pousse toute la structure vers la phase finale, un marché du travail où la participation s'effondre. Lorsque les entreprises ont éliminé les emplois de niveau intermédiaire, supprimé les salaires par modélisation algorithmique, automatisé les rôles d'entrée de gamme et supprimé les soupapes de sécurité saisonnières, la main-d'œuvre restante devient trop appauvrie financièrement pour maintenir l'économie de consommation en vie. La nation approche d'un seuil où des millions de personnes peuvent encore techniquement être employées, mais ne gagnent plus assez pour participer à la vie économique. C'est le point où la théorie économique entre en collision avec la réalité biologique. Les gens ne peuvent pas consommer ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ne peuvent pas investir dans des avenirs qu'ils ne peuvent pas sécuriser. Ils ne peuvent pas maintenir la stabilité lorsque chaque coût augmente plus vite que chaque salaire. Même l'intervention gouvernementale a du mal à contrer l'érosion structurelle lorsque la main-d'œuvre sous-jacente s'effondre des deux côtés. Le sous-emploi d'un côté, la surexpansion des coûts de l'autre. À ce stade, les entreprises font face à un paradoxe qu'elles ont créé, mais dont elles ne peuvent s'échapper. La stratégie qui a maximisé les profits à court terme, réduire la main-d'œuvre, automatiser les rôles, supprimer les salaires, détruit la demande à long terme. Sans acheteurs, la machinerie du capitalisme s'arrête. Sans une main-d'œuvre stable, l'assiette fiscale se réduit, les services publics s'affaiblissent et les systèmes sociaux se fracturent sous le poids des besoins croissants et des revenus en baisse. Ce qui commence comme une optimisation des coûts